Salut les movers. Aujourd'hui, c'est le 29e festival du film italien de Bastia. Nous sommes de retour à l'Hôtel Central et je m'apprête à recevoir le réalisateur italien David Grieco pour une interview qui s'annonce des plus passionnantes. David Grieco, merci beaucoup de nous recevoir. Merci à vous, bonjour. C'est très gentil d'être parmi nous et d'autant plus que vous avez la gentillesse de faire cette interview en français. Absolument. Ça va faciliter beaucoup les choses des spectateurs. Il n'y aura pas de sous-titres. Voilà, exactement, il n'y aura pas de sous-titres et surtout pas de problème Alors, racontez-nous votre parcours, parce que je crois qu'il est assez incroyable et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est diversifié. Oui, j'ai fait un peu n'importe quoi pendant toute ma vie, c'est ça le problème. Tout ou n'importe quoi? Non, pas n'importe quoi, parce que avec la réussite un que vous petit avez... peu n'importe quoi, mais bon, je suis tombé sur des gens intéressants, je suis tombé sur des situations intéressantes. Non mais bon, à part l'ironie, c'est que auparavant, quand j'étais jeune, un jeune avait des possibilités que les jeunes n'ont pas aujourd'hui. Et ça, il faut bien le dire, il faut bien le reconnaître. D'où vient votre passion pour le cinéma? Depuis que j'étais très petit. Je me souviens des tout premiers films que j'ai vus, c'était mon père qui m'emmenait au cinéma et puis je suis parti à mon tour, justement à 12 ans, 13 ans, je prenais même 3 bus pour aller voir un film. J'achetais le journal tous les matins et donc je regardais même quels étaient les programmes de toutes les salles de cinéma. Et bon, c'est comme ça que ça commence, mais j'avais même des autres gamins qui venaient avec moi, c'était beau. On passait le samedi et dimanche sur les bus, dans les salles, et c'était notre loisir principal. Bon, moi, j'en avais davantage par rapport aux autres, mais tout le monde était très passionné par le cinéma. Et vous vouliez faire quoi dans le cinéma? Vous vouliez être d'abord sur l'écran? Non, ça absolument pas. Ça, c'est arrivé par hasard, disons. C'était un peu un hasard obligatoire parce que parmi les chances que j'ai eues chez moi, chez mon père et sa compagne, il y avait tout le cinéma italien, français, américain, anglais qui passait par là. Et donc, étant donné que j'avais, ce qu'on disait à l'époque, une belle gueule, à 15 ans, on a commencé à me demander de faire des films. Évidemment, j'étais jeune, adolescent, flatté par ça. Et j'y suis tombé. Mais je me suis rendu compte que c'était un piège très tôt. Parce que j'étais nul. J'étais vraiment nul. Jouer devant la caméra, c'est pas mon truc. Et non seulement, mais j'avais peur. J'avais peur de ça, un peu comme les aborigènes qui ont peur qu'on leur vole l'âme. Mais c'est vrai, c'était profond. Alors j'ai arrêté de faire ça justement avec Pasolini, qui avait écrit un rôle pour moi pour un film qui s'appelle Teorema. Et après le premier jour de tournage, je lui ai dit, écoute, bas les masques, je veux pas faire ça. J'avais même l'agent le plus puissant de l'époque en Italie, donc tout était mis en place pour que je devienne le jeune comédien. Oui, vous aviez commencé tôt, en plus avec Franco Zeffirelli. Oui, j'avais fait Roméo et Juliette, j'étais parmi très peu d'Italiens qui étaient là-dedans. On avait passé pratiquement un an tous ensemble, on vivait ensemble, tous les comédiens du film, parce qu'on était tous jeunes. Moi j'avais 15 ans, j'étais le plus petit, mais bon, les autres en avaient 16, 17, 18. Donc c'était une très belle expérience, parce que le tournage, il a fallu un an de tournage pour faire ce film-là. Donc c'était d'un côté une très belle expérience, de l'autre côté, même Zeffirelli s'est rendu compte que ça marchait pas. Donc à chaque fois, on me coupait des scènes, justement, mais ils avaient bien raison. Donc avec Pasolini, je me suis coupé moi-même. J'ai dit, au bout de la première journée, je lui ai dit, écoute Paolo, je peux pas faire ça, je dois pas faire ça, tu sais bien que j'aime beaucoup le cinéma, mais c'est pas mon truc, il faut bien que j'arrête, parce que
Et vous je avez suis donc... un imposteur. Et lui, il m'a dit, et en plus, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas ce que tu vas faire, tu vas couper le rôle, ou bien tu vas trouver quelqu'un de convenable à ma place. Il a pensé à ça pendant 2 heures, et puis il m'a dit, écoute, je coupe le rôle, tu dois seulement faire une scène, une seule, et ça, il faut la faire, parce que sinon, j'imagine le scénario allait dégringoler de tous les côtés. Et je lui ai dit, d'accord. Et puis je lui ai même demandé, écoute, est-ce que je peux rester? Le film se tournait à Milan. Est-ce que je peux rester, mais être de ton côté, travailler avec toi comme assistant volontaire? Et lui m'a dit, oui, absolument, on ne va pas payer. Je ne vais pas demander au producteur de te payer. J'ai dit, évidemment. Déjà, on me paye l'hôtel, tout ce qu'il faut. T'sais. Et donc, il y a encore cette petite scène dans le film, et c'est pour ça que je ne vois plus le film depuis 45 ans. et le fait d'être son assistant, c'est ça qui vous a donné ce virus d'être derrière la caméra? C'était un peu l'époque, c'est-à-dire en plus j'ai été son assistant, j'ai appris des choses. Après je l'ai été encore une fois, mais je l'ai déçu encore plus, parce que le film c'était Médée, et il m'avait confié Maria Callas. Justement parce que je parle quelques langues étrangères, et parce que j'ai un côté voyou, mais vraiment voyou de rue. J'ai grandi dans la rue, et en même temps au lycée Chateaubriand à Rome. Donc j'avais cette double identité que lui, il aimait beaucoup. Il m'a confié Callas. Mais Callas, c'est Callas. Donc elle faisait tomber des choses pour me dire, allez, vas-y, ramasse-la. Ou bien elle m'appelait à 3 h du mat à la maison. Après, il n'y avait pas les portables. Elle m'appelait à la maison pour me dire qu'elle avait besoin d'une marque d'eau minérale qu'elle ne trouvait pas dans son hôtel, qui était le meilleur hôtel de Rome, comme tu peux bien l'imaginer. Donc là, à un certain moment, j'ai jeté l'éponge et là, je l'ai vraiment déçu parce que Callas, c'est la femme qu'il aimait le plus. Mais pour rendre l'idée de ce qu'était cette époque-là, j'ai écrit mon premier sujet de cinéma quand j'avais 15 ans. Bernardo Bertolucci l'a lu et il m'a dit « je veux faire le film ». Mais il l'a lu quand j'en avais 17. Et moi j'ai dit, écoute, c'est moi qui voulais le faire. Alors il a dit, ah bah t'as raison, si tu veux devenir metteur en scène et tout ça. Et justement, j'avais déjà des expériences, même avec lui en tant qu'assistant. Oui. Et quelques jours après, son cousin, qui s'appelait Giovanni Bertolucci, qui était producteur, m'appelle et me dit, Bernardo me dit, t'as un très bon sujet, tu veux faire le film, et écoute, je vais te faire choisir un scénariste. Qui sera à côté de toi, et bon, pourquoi pas. Et moi, j'avais presque 18 ans. Et je lui ai dit non. non, c'était une blague. Puis finalement, j'ai fait mon premier film à 50 et quelques. D'accord. Mais bon, j'en ai écrit, j'en ai produit, j'ai été surtout journaliste pendant pas mal d'années. Exactement. J'ai fait radio. Vous avez d'ailleurs fait le travail dont je rêve, c'est-à-dire que vous avez suivi les Oscars en direct. Ah oui. Hein, ça, c'est... Non, c'était tout le cycle, c'est-à-dire c'était avec Canal+. Oui, vous avez couvert les Oscars. Et je faisais Oscar, Golden Globe, qui sont encore plus intéressants que les Oscars, parce que quand même... Et puis, non, tout le reste, évidemment, Cannes, Venise, Berlin, tout ça. Et Canal+, m'a donné, pendant 4 ou 5 ans, vraiment la possibilité de faire du cinéma à la télé comme je le voulais, comme si on est passionné de cinéma, on l'imagine, c'est-à-dire pas les junkets, pas le truc, le machin avec l'affiche derrière. J'ai horreur de ça, maintenant il n'y a que ça. Mais bon, c'est encore une fois un coup de chance, des chances que malheureusement il n'y en a presque plus. Votre premier long métrage, donc ça a été Un coup de maître avec Emily Inco. Oui. Alors tourner avec une star comme Malcolm McDowell, quand même c'était la star d'Orange Mécanique, ça n'a pas été trop compliqué? Non, parce qu'encore une fois, j'en reviens à la chance. Malcolm McDowell est mon frère. C'est-à-dire le frère que j'ai pas et je suis le frère qu'il n'a pas. On se connaît depuis que j'avais 16 ans. Moi j'avais 16 ans et lui il en avait 22. Et donc
Donc ça s'est fait très très naturellement. Ouais, en plus, j'ai un truc, c'est-à-dire que, étant donné que j'ai eu vraiment l'horreur et la peur, le cafard d'être comédien, j'adore les comédiens. Et je ne me suis jamais disputé avec un comédien. Et même quand ils cassent les pieds, parce que souvent ils cassent les pieds, c'est normal, parce qu'ils habitent des personnages que c'est pas eux-mêmes, et en même temps ils les habitent pendant une petite période et tout ça. Je patiente toujours, parce que je trouve qu'ils ont un courage d'être à l'écran, c'était justement le courage que j'avais pas. Donc j'ai toujours un très très bon rapport avec. Voilà, justement, vous devanciez une de mes questions qui était justement quel type de metteur en scène êtes-vous? Je suis très, très axé sur les comédiens, oui. Et je les adore. C'est-à-dire, à chaque fois que je vois quelqu'un qui fait un truc que je ne sais absolument pas faire, je l'adore et je le suis. Pour en venir au film sur Pasolini, je connais Massimo Laniel depuis 35 ans. Je taquinais lourdement Pasolini pour la ressemblance entre Massimo Laniel et lui, parce qu'en plus Massimo Laniel était déjà une star à 16 ans, 17 ans, donc j'ai vu ses premières photos sur le journal, je lui ai dit c'est qui le père de celui-ci, lui il était vraiment agacé par ça, mais bon après ils se sont rencontrés par hasard, il a été choqué par la ressemblance, et bon, quand j'ai décidé que je devais faire ce film, parce que je devais faire ce film, pour des questions personnelles, j'ai appelé Massimo, je lui ai dit écoute, le truc sur lequel on rigole souvent, ça va devenir sérieux. Et il m'a dit tout de suite au téléphone, il m'a dit tu parles de Pasolini? Ah oui, ah non merde. Et alors j'ai dit écoute, dans une demi-heure je vais être chez toi, on va en parler. Et bon, je lui ai raconté toutes les anecdotes que je pouvais lui raconter sur Pasolini, mais c'est tout ce que je pouvais faire. Et le premier jour de tournage, je l'ai vu, il s'est habillé, il s'est maquillé, 5 minutes pour se maquiller. Son maquillage Pasolini consiste uniquement en changeant c'est les cheveux de ce côté-là au lieu de l'autre. Et après 1 heure, il était Pasolini et je l'ai suivi. C'est-à-dire, c'est moi qui a suivi Massimo Laniel. Parce que j'ai cru en lui en tant que Pasolini après 1 heure. J'ai dit deux ou trois petits trucs et vraiment il était devenu Pasolini. Alors je me suis dit ok, c'est lui qui va conduire et moi je le suis. Parce qu'il faut suivre les comédiens à mon avis. Quand ils deviennent ce que tu prétends qu'ils deviennent, il faut leur faire confiance et les suivre parce que ils ont quand même, quand ils sont des grands comédiens, ils ont une sensibilité qui leur donne la possibilité de prendre des choses qu'ils ne savent même pas. Et quand on fait un film sur quelqu'un qui a réellement existé, c'est choquant parce que toi tu le connais, tu connais même les nuances et tu vois que ce comédien est en train de dévoiler cette nuance sans même pas les connaître. Parce qu'il est tellement dans le rôle qu'il devine presque comment était le monsieur ou la mademoiselle ou la madame qui est en train d'interpréter. Là, actuellement, vous êtes donc au Festival du film italien à Bastia. Vous venez présenter La Machine à Dion. Justement, qui est donc un film, pour ceux qui l'ignorent, qui relate les faits qui ont conduit à la mort de Pasolini. Alors ce sont les derniers 4 mois de la vie de Pasolini et son rapport avec ce gamin qui s'appelle Pino Pelosi, oui. qui reste encore, pas restera, son assassin officiel. Alors, gamin qu'il connaît depuis 4 mois. Voilà, justement, c'est Pino la grenouille. Oui, exactement. Alors, cette mort de Pasolini a été et est toujours très controversée. Il y a eu énormément de choses qui sont intervenues autour de cette affaire. Pour rappel, donc Pasolini a été retrouvé assassiné
il a pris énormément de coups et puis sa voiture a été tuée par sa propre voiture. Et la version officielle dit que c'est donc ce jeune qui aurait eu qui aurait refusé les avances sexuelles de Pasolini. Tu sais, c'est bien, parce que j'aime beaucoup quand les autres racontent cette histoire. Ah bon? Oui, parce que je n'ai qu'à t'écouter, à te regarder, et je vois que tu essaies de trouver les mots un peu partout, parce que c'est un truc qui est complètement faux, mais 100% faux. Donc, on en prend des fragments, tout ça, on en sait comme ça, il en sait comme ça, et à chaque fois qu'on essaie de se raconter l'histoire, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? C'est faux, hein? Donc, justement, vous, cette affaire-là, votre sentiment, sans révéler justement, pour que les gens aillent voir La Machine à Zoll justement, mais apparemment, il y a une histoire derrière assez politique et mafieuse derrière. Il y a eu un journaliste d'ailleurs qui a essayé déjà de s'attaquer à cette affaire qui a disparu, qui a été assassiné. Alors déjà, ma première question c'est, est-ce que vous n'avez pas peur de remuer des choses et de subir des pressions? Non, non, absolument pas. Je suis pas très jeune. Même si quelque chose m'arrive, ça pourrait être intéressant. Oui, parce que vraiment on en a marre. En Italie, on a un énorme problème. On ne connaît pas l'histoire de nos derniers 70 ans. Ça date du 8 septembre 1943, quand l'Italie fait un choix assez sinistre et donne vie à une expérience que jamais, je crois, aucun peuple a eu. C'est-à-dire, on a passé plus d'1 an avec les nazis et avec les alliés anglo-américains. Bon, tout relate de ça, donc on perd la guerre et on la perd avec honte. Et on signe un armistice totalement pénalisant, c'est-à-dire on n'est pas un pays souverain, et tout le reste s'enchaîne, et l'intrigue politique, comme la délinquance professionnelle, sont un peu synonymes de l'Italie depuis beaucoup de temps. Donc le fait qu'on découvre comment s'est passée cette histoire, finalement, et j'ai beaucoup de confiance, parce que quand même ce film, et il y a même un livre que j'ai écrit après le film, le film n'est pas tiré du livre, ben, on en est maintenant avant, on est arrivé à établir une commission parlementaire qui s'occupe du cas Pasolini. Le problème, c'est que le gouvernement est tombé, M. Renzi a fait un défi fou et le gouvernement est tombé, mais en même temps nous avons demandé la réouverture du procès et ça date de 100 jours aujourd'hui. Normalement l'examen de ce genre d'histoire ça prend 1 semaine, 10 jours, donc on commence à avoir vraiment confiance qu'on va tout ressortir. Cet événement c'est 1975. Oui. Il y a des personnes quand même impliquées qui sont encore en vie maintenant. Ah oui, il y en a pas mal. Pas mal. Il y en a pas mal. Je ne pense pas que ça soit trop leur intérêt que cette histoire ressorte. C'est pour ça que cette histoire de menace qui pourrait planer justement sur vous, qui relançait cette histoire. Tout est très très vieux. C'est-à-dire il y a un système corrompu qui est toujours en place, mais c'est très vieux. C'est très vieux, même je ne sais pas comment expliquer ça, ça ne me fait pas peur. Parce que je pense que la vérité sur la mort de Pasolini serait sortie depuis longtemps s'il n'y avait pas le risque qu'elle entraîne tout le reste. C'est-à-dire que Pasolini lui-même, il enquêtait. Oui. Sur des affaires de pétrole. Exactement, c'est toujours le pétrole. Là, hier, j'ai pas pu le voir, mais il y avait à la télé un documentaire très intéressant sur la mafia corse
et Elf, la naissance de Elf, de Gaulle, la France, on parle des mêmes années, fin des années 60 et tout ça, toujours le pétrole, ça a fait 1 milliard de morts, je crois, dans les derniers 100 ans. Non, le problème, c'est tout le reste, parce que Pasolini a fait un travail de journaliste incroyable, que personne n'a fait au monde, même pas les Woodward, Weinstein, de Nixon, du cas Watergate, c'est des enfants. Oui, parce qu'on parle en plus de CIA aussi dans cette histoire. Ah oui, absolument. Il y a la CIA dedans. Il y a CIA, il y a les services français, il y a tout ce qui est à protection justement de l'industrie du pétrole, du commerce du pétrole, du trafic de pétrole. Donc c'est une histoire qui en contient tellement d'autres. Et c'est ça le problème, sinon il serait sorti. Et vous avez fait ce film, quelle est votre profonde motivation? C'est l'amitié pour Pasolini? Oui, c'est ce qui m'a donné, parce que ce que je suis bien ou mal, il m'a influencé plus que personne d'autre. Et puis, malheureusement, on m'a demandé 2 fois d'écrire le film que Abel Ferrara a fait sur Pasolini. Et bon, la première fois, on s'est quitté après 24 heures. La deuxième fois, il y avait justement Canal+ qui produisait, donc je me suis dit, ben, il faudra bien que je l'aide. Mais au bout d'une semaine, 10 jours, je me suis barré. Vraiment, j'étais choqué. Je me suis dit, ce mec, il va faire un film horrible sur Pasolini, il n'en sait rien. Et ce film sera l'épitaphe de Pasolini à l'écran. J'avais un autre film à faire, j'étais à Prague, je faisais des repérages et je me suis dit non, je dois faire ce film. Et donc je l'ai écrit et après pour trouver l'argent ça a été pénible et tout ça. Et après pour le faire sortir ça a été pénible et après pour passer tous les obstacles aussi, ben on continue. Mais je devais le faire. Parce qu'en plus j'étais quand même très jeune à l'époque et je me suis rendu compte, en regardant à droite à gauche, il n'y avait personne d'autre qui pouvait le faire. Ils étaient tous morts. Ouais. Tous morts ou malades. Donc je me suis dit, bon, il faut bien, avant que... Vous vous estimez courageux? Non, je suis comme ça. C'est-à-dire, Pasolini m'a beaucoup influencé là-dedans. Je ne sais pas vraiment courage, peut-être... Obstiné? Non, peut-être idiot même. C'est-à-dire que... j'ai une manière de voir les choses et j'ai pas peur. La peur, c'est quelque chose c'est un sentiment que je connais pas vraiment. Pour moi-même, pour les autres, oui. Pour moi-même, non. Alors justement, vous êtes rigoureux, mais anticonformiste. Et moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez des récompenses du cinéma en général? Parce qu'on sent bien que vous ne baignez pas là-dedans. Non, non. Non, je pense, c'est-à-dire, premièrement, j'adore les festivals comme le Festival de Bastia. C'est-à-dire, j'adore les festivals et heureusement, il y en a vraiment des centaines, qui sont vraiment le regroupement de personnes passionnées de cinéma. Après, il y a les grands festivals qui maintenant, le Festival de Cannes est devenu un fashion show. Il y a des vêtements, il n'y a pas des filles. Les vêtements sont beaucoup plus importants que les filles. Alors, quand je vois tout ça, je me dis, ça, c'est la mort du cinéma. Quand je vois des petits festivals qui sont faits en plus, le plus souvent par des bénévoles, qui travaillent pendant des mois pour ça, là, je me régale. Parce que c'est la même passion que j'avais quand j'étais gamin et qui reste encore. J'ai toujours cette passion. Et qu'on ressent. Heureusement. À chaque fois j'ai des invités et donc je donne le nom des invités aux internautes et les internautes posent des questions et j'en tire une au sort. Et aujourd'hui c'est celle de Stéphane Picard de Montreuil qui vous pose: faire interpréter un serial killer donc pour Emelianenko par la star d'Orange Mécanique et Caligula semble être une facilité. Mais était-ce votre premier choix et est-ce que d'autres l'ont refusé? Ah, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, non seulement ça a été mon premier choix, ça a été mon seul choix, mais j'ai même renoncé à faire le film. Par exemple, ce film devait être produit à un certain moment par Harvey Weinstein.
Miramax. Mais la condition était que le rôle soit interprété par John Malkovich. Parce que même déjà à cette époque-là, Malcolm McDowell était considéré un comédien un peu sombrant. Ça lui est arrivé tellement de fois, il n'a jamais sombré, oui, il est toujours à la une, encore une fois, et tout ça. Et j'ai dit à Harvey Weinstein, j'ai dit, écoute, là, tu es fou de John Malkovich en ce moment. Dans 10 ans, ce film avec John Malkovich n'intéressera personne, à mon avis. Tandis qu'avec Malcolm McDowell, oui. Évidemment, il est resté de son avis. Mais bon, j'ai attendu du temps et à la fin, je l'ai fait. Non, c'était pour dire que c'était Malcolm McDowell, aucun doute sur ça. Et d'ailleurs, en ayant connu le vrai serial killer et tout ça, cette folie, parce que vraiment c'était de la folie au 100%, seulement Malcolm pouvait donner cette folie. Oui, c'est tiré de l'affaire Chikatilo, le monstre de Rostov. Merci beaucoup de nous avoir reçus. À vous. Et puis je vous souhaite surtout un très très bon festival. Merci, ça l'est déjà.